La démocratie a-t-elle un avenir? Je suis sûr que vous vous posez cette question. Cela pose tous. On entre dans une année électorale, 2022. On va désigner dans quelques mois notre nouveau président de la République, nos députés. Or, tout le monde s'accorde à dire, depuis déjà un certain nombre d'années, que notre démocratie est en crise. Peut-être l'une des crises les plus graves qu'elle ait connues depuis qu'elle existe, et nous ferons un petit historique au cours de cette conférence. Alors, je suis sûr que si je vous demande quels sont les symptômes de cette crise, vous aurez tous des réponses à nous fournir. Quels sont, selon vous, les symptômes les plus aigus de la crise de la démocratie que nous vivons? Il y en a un qui devrait immédiatement vous venir à l'esprit. Le peu de vote, l'abstention. Oui, c'est ce qui nous vient en premier à l'esprit. Effectivement, l'abstention croissante pose un réel problème. On a des élus qui sont élus avec 30% des suffrages, et ces 30% des suffrages représentent parfois 10 à 15% du corps électoral. Donc on a des élus qui représentent 15% de la population, ce qui est évidemment consternant et qui pose un réel problème. Alors il y a bien d'autres signes, je ne vais pas vous interroger davantage, mais il y a effectivement le rejet des politiques, ce qu'on appelait le dégagisme au moment de la première élection de Macron, du président de la République, sortant et peut-être rentrant, mais ça, l'avenir le dira. Donc, le dégagisme, on ne fait plus confiance aux hommes politiques, il y a un rejet de la classe politique dans son ensemble. Et puis la violence, cette violence qui devrait être absente de nos démocraties, dans la mesure où on peut comprendre que dans un régime dictatorial, le peuple entre en révolte, qu'il y ait des insurrections, mais dans une démocratie où on a la parole, où on a le droit de vote, qu'on puisse assister à des événements comme ceux auxquels on a assisté il y a peu de temps finalement, le saccage par exemple du rez-de-chaussée de l'Arc de Triomphe, bon, tout ça est consternant et tout à fait choquant et pose un vrai problème de démocratie. Et du même coup, je transforme un tout petit peu ma question, la démocratie a-t-elle encore un avenir à l'instant où nous nous interrogeons? Oui, si je n'allume pas, ça ne marchera pas. Alors nous avons incorporé la démocratie qui est ancienne, je reviendrai sur l'historique dans quelques instants. On pratique spontanément la démocratie. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a un certain nombre d'années. Elle évoquera certainement des souvenirs à certains d'entre vous parce qu'on a tous vécu des scènes plus ou moins semblables. J'ai pratiqué pendant de longues années la randonnée pédestre, je la pratiquais dans un club très sympathique de la Garde. On était un bon groupe, on avait un président qui était quelqu'un de bien, qu'on appréciait, qui était sérieux, qui était solide. Et un jour, bizarrement, ce président a eu une idée bizarre et il a pratiqué la démocratie. Je veux dire par là qu'un jour nous étions en randonnée, midi approchait et nous étions au pied d'une côte importante. Et le président a dit, il y a deux options, je vais vous faire voter. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Ou bien nous prenons notre repas maintenant et nous attaquons la côte quand nous aurons déjeuné, ou bien nous continuons, nous faisons un dernier effort et nous déjeunerons au sommet de la colline. Il avait voté. On était 16, 8 ont voté pour le fait de rester déjeuner et 8 contre. Alors le groupe a commencé à s'énerver un peu. L'une des participantes, Brigitte, qui avait des sentiments visiblement profonds pour le président, s'est retournée vers lui en disant « Mais président, vous n'avez pas voté, à vous de décider, votez, et puis on verra bien. » Le président dit « Si j'avais à voter, je voterais pour le fait de continuer. » Donc on était 9 pour et 8 contre. Et là, l'un d'entre nous, Jean-Paul, a véritablement, passez-moi l'expression, pété les plombs, il s'est mis à hurler, mais 9 contre 8, ça ne veut rien dire, faites ce que vous voulez, c'est pas une majorité, moi je reste là, il a sorti ses affaires, il a commencé à manger. Bon, le groupe était au bord de l'explosion. Bon, ça s'est arrangé un peu par la suite. Voilà, donc à travers cette petite anecdote, je vous fais percevoir, et vous avez certainement des exemples analogues, les limites, les dangers, les faiblesses, au fond, de la démocratie. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie, au fond? J'ai évoqué ce mot et sans l'avoir véritablement défini. Au fond, l'étymologie est très révélatrice, ce n'est pas toujours le cas. En l'occurrence, elle nous dit presque tout. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait un démos, c'est-à-dire un peuple, et il faut qu'il y ait une kratie, ça vient du grec kratein, qui veut dire commander, c'est-à-dire un commandement, une autorité, une souveraineté. Je reviendrai sur ce terme un peu technique qui est quand même un terme important. Donc il faut ces deux éléments pour qu'il y ait démocratie.
il faut un peuple. Et le premier exemple, celui qui vient immédiatement à l'esprit, c'est évidemment le peuple d'Athènes, qui a créé cette démocratie de toutes pièces au 5e siècle, au milieu du 5e siècle exactement. Les Grecs ont tout inventé, ils ont inventé le droit de vote, la majorité, les tribunaux, les jurés, enfin ils ont tout inventé. En quelques décennies, c'est assez fascinant. Ils sont passés de la non-démocratie à la démocratie. Les Athéniens formaient un peuple au sens le plus fort du terme. Ils étaient peu nombreux, ils partageaient la même langue, ils avaient les mêmes valeurs, ce terme est tout à fait désuet, mais enfin, je veux dire, ne convient pas, pardon, à l'époque, anachronique, et pas désuet. Donc ils étaient fait un peuple. Est-ce qu'il existe encore un peuple aujourd'hui ressemblant de près ou de loin à ce peuple athénien? Sans doute pas. Les populations se sont mélangées, on est dans la globalisation, la mondialisation. Non, la question du peuple se pose. Et ensuite, il faut une cratie, c'est-à-dire une autorité. Il se trouve que, ça peut paraître étrange, et c'est peut-être pas un hasard, cette démocratie, elle est née avec un grand homme, qu'on pourrait presque considérer au fond comme un despote, qui est Périclès. On parle de l'Athènes de Périclès, alors que le règne de Périclès a duré 20 ou 30 ans à peu près. L'Athènes de Périclès. Donc il faut une autorité, et les Athéniens avaient cette autorité en la personne de ce général éminemment respecté. Sans Périclès, la démocratie ne serait peut-être pas apparue. L'inventeur de la démocratie, Périclès, a écrit Claude Mossé dans un livre tout à fait remarquable. Donc il faut un démos, il faut une cratie. Les deux termes, les deux notions sont problématiques aujourd'hui. Le peuple, je vous l'ai dit, existe-t-il encore un peuple? Au sens athénien du terme, j'y reviendrai, ça n'est pas certain. Existe-t-il encore une autorité? Tout le monde s'accorde à dire que nous vivons une crise dramatique de l'autorité. L'autorité des parents, l'autorité des enseignants, l'autorité des médecins, l'autorité des politiques. Certains ont parlé de la fin de l'autorité, tout simplement. Donc ces deux éléments ont-ils encore aujourd'hui une consistance suffisante? Et s'il n'y a plus ni peuple ni autorité, comment pourrait-il y avoir démocratie, puisque ce sont les deux ingrédients de la démocratie? On peut néanmoins se demander si la démocratie n'est pas en crise par nature, si elle n'est pas en crise de par son essence même. Pour répondre à cette question, je vous propose de revenir un instant sur les origines de la démocratie. Ça pourrait nous permettre de différencier une crise permanente, qui existe peut-être, et une crise actuelle de cette démocratie. Que se passait-il au fond avant la démocratie? Revenons à Athènes avant l'invention de la démocratie. Comment vivait ce peuple athénien? Il vivait à peu près comme tous les hommes de l'époque. La société athénienne ressemblait peu ou prou à la société égyptienne, de grandes différences bien sûr, mais c'était un peu ce modèle-là. On avait des certitudes que personne ne remettait en cause, des certitudes concernant le pouvoir. En Égypte, il y avait un pharaon, à Athènes, il y avait des archontes, c'est-à-dire des représentants des grandes familles. On savait qui gouvernerait. Après la mort de l'archonte, régnerait un autre archonte. Le roi est mort, vive le roi, dira-t-on sous la monarchie française. On avait des certitudes donc quant au pouvoir, on avait des certitudes quant à la loi. De grands hommes avaient donné aux Athéniens leurs lois, Solon et quelques autres. Ces lois semblaient éternelles, personne n'aurait songé à remettre en cause les lois athéniennes. Et puis, certitude sur le plan du savoir. Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait, avec la démocratie est apparue la science. Or, avant la science, on avait des vérités, bien plus qu'après la science. J'y reviendrai dans un instant. Pourquoi? Parce qu'avant la science, on avait des certitudes religieuses qui étaient transmises à travers des récits mythologiques. Personne ne doutait de l'existence des dieux, de la relation entre les dieux et les hommes, de ce qu'il adviendrait après la mort. On avait des certitudes que personne n'aurait songé à remettre en cause. Or, précisément, c'est tout ce qui va changer avec la démocratie. Avec la démocratie, plus rien n'est stable. Avec la démocratie, on entre au fond dans ce que les hôtesses d'Air France appelleraient, attachez vos ceintures, une zone de turbulence. Plus rien n'est stable. Les repères de la certitude s'écroulent. Je prends 3 exemples pour reprendre ces 3 notions de pouvoir, de loi et de savoir. Sur le plan du pouvoir, en démocratie, on ignore bien entendu qui sera le détenteur du pouvoir.
on va élire un président de la République en 2022. Si l'un d'entre vous connaît le nom du président de la République 2022, qu'il vienne me voir à l'issue de ma conférence, ça m'intéresse prodigieusement parce que moi je l'ignore totalement. On ne sait pas qui gouvernera dans 6 mois ou dans 1 an en démocratie. Sur le plan de la loi, je prends un exemple qui est peut-être le plus simple qu'on puisse prendre. Quelques mois avant que l'Assemblée nationale vote les lois sur l'IVG, qu'on a appelées les lois Simone Veil, l'avortement était un délit considéré comme très grave qui pouvait amener en prison la femme qui avait subi un avortement. Quelques semaines après les lois Simone Veil, l'avortement est un acte médical remboursé par la sécurité sociale. Qu'en sera-t-il demain ou après-demain? Je n'en sais rien. Et enfin, le savoir. On croit naïvement que la science a apporté aux hommes la vérité. C'est une erreur gravissime. La science a apporté aux hommes le doute. La science a apporté aux hommes des théories provisoires. Les théories d'hier ne sont plus les théories d'aujourd'hui, et les théories d'aujourd'hui ne seront sans doute pas les théories de demain. Non, c'est avant la science qu'on avait des vérités, c'est-à-dire des certitudes. Je prends vérité, évidemment, au sens de certitude absolument inéluctable. Donc vous voyez comment les choses se passent avec cette naissance de la démocratie. Et un de nos meilleurs politologues, il y a déjà près de 40 ans, qui s'appelait Claude Lefort, avait dans ses essais sur le politique très bien explicité cette notion de démocratie, pour nous montrer qu'elle était en crise par nature. Je vous laisse lire la formule qui est inscrite sur l'écran, et je vais la commenter rapidement. Si je vous avais donné cette formule il y a 5 minutes ou 10 minutes, elle vous aurait peut-être semblé très difficile à comprendre et très complexe. Après ce que j'ai dit, si j'ai été à peu près clair, l'avenir le dira, la formule de Claude Lefort doit vous paraître presque transparente. Que nous dit Claude Lefort? Cette démocratie, elle s'institue et puis elle se maintient, c'est-à-dire elle continue à fonctionner dans la dissolution des repères de la certitude. C'est ce que nous venons de voir. Les hommes avaient des certitudes sur le plan du pouvoir, de la loi et du savoir. En entrant en démocratie, ils perdent ces certitudes. Ils entrent dans cette indétermination, le terme est très intéressant, indétermination dernière quant au fondement du pouvoir, de la loi et du savoir. Donc si on suit Claude Lefort, et je pense que sur ce plan-là il est difficile de ne pas le suivre, on va dire que la notion de crise va de pair avec la notion de démocratie. La démocratie fait rentrer l'humanité dans la dissolution des repères de la certitude. Mais à ces crises, à ces éléments de crise qui sont consubstantiels à la démocratie, s'ajoutent des éléments plus contemporains, ce que j'appellerais la crise actuelle. On pourrait parler de crise dans la crise. La crise actuelle, c'est effectivement la crise de la notion de peuple dont nous avons parlé tout à l'heure, et c'est également la crise de la notion d'autorité. Donc cette crise actuelle dramatise la crise consubstantielle à la démocratie. La crise actuelle, bon, je l'ai représentée par une image, je n'ai eu que l'embarras du choix. Vous allez sur Internet et trouver des millions d'images qui dénotent cette crise. La démocratie, si on veut maintenant aller un peu plus loin dans le propos, c'est le règne de la parole. La démocratie a fait régner au fond la parole. Avant la démocratie, on parlait peu. On parlait, bien entendu, de façon pragmatique, quotidienne, passe-moi le sel, bon, quand on était à table, s'il y avait du sel. Mais on parlait peu, on ne débattait pas en tout cas. Il n'y avait aucun débat sur le pouvoir, sur la loi et sur la vérité, comme nous le disions tout à l'heure. Tout change avec la démocratie. Avec la démocratie, tout devient objet d'échange, de débat. Le personnage de Socrate est évidemment celui qui nous vient immédiatement à l'esprit quand on pense à cette démocratie athée. La parole devient reine, or la parole suppose l'écoute, la parole suppose la confiance. Or la confiance et l'écoute ne vont pas de soi. On avait fini par l'oublier parce que tout fonctionnait à peu près bien. Mais la parole et l'écoute ne vont pas de soi. Alors puisque j'ai évoqué Socrate, on va évoquer l'élève de Socrate qui est Platon.
je vais vous raconter le début d'un très grand texte de Platon, qui est la République de Platon. Platon nous livre une image absolument extraordinaire. La République commence ainsi, c'est un gros livre de 10 gros chapitres. Ça commence en ces termes. Socrate et son ami reviennent du port d'Athènes, de Pirée. C'est assez loin, il y a quelques kilomètres qui séparent le Pirée d'Athènes, et ils ont passé un bon moment au Pirée, ils reviennent à Athènes parce qu'ils ont des choses à faire dans la ville. Et sur le chemin du retour, ils croisent un groupe de jeunes gens dirigés par un personnage que Platon appelle un sophiste. Les sophistes étaient ces maîtres de parole, de rhétorique, qui dispensaient l'art de bien parler, qui était capital en démocratie pour conquérir le pouvoir et pour avoir une majorité. Il faut parler, c'est par la parole qu'on a la majorité et qu'on obtient le pouvoir. Et donc le groupe demande à Socrate et à son ami de revenir au Pirée en disant « Mais revenez avec nous, c'est formidable, il va y avoir une belle fête ce soir ». Et Socrate dit « Mais non, on n'a pas envie, on revient à Athènes, on a des choses à faire ». Et là, l'un des jeunes gens dit à Socrate, à son ami « Vois-tu combien nous sommes ?» Autrement dit, comme on disait quand j'étais enfant, au Mourillon, « Tu fais pas le poids. On est 10, vous êtes 2. Donc vous allez revenir, sinon vous allez voir ce qui va vous arriver. » Et là, Socrate dit, mais il y a peut-être un autre moyen que ce rapport de force. Et si je vous persuadais par des paroles qu'on n'a pas envie de revenir, je vous donne des arguments pour vous convaincre que nous, on a envie de rentrer à Athènes. Et là, le sophiste fait cette réponse formidable. C'est vraiment la magie de Platon d'avoir osé mettre cette parole dans la bouche d'un de ces personnages. Socrate, est-ce que tu peux persuader des hommes qui ne t'écoutent pas ? Qui est très fort, Socrate. Mais si, comme dans l'image que vous avez sur l'écran, on se bouche les oreilles. On pense, bien entendu, enfin moi j'y pense, parce que c'est ma corporation, mon ancienne corporation, à ces malheureux enseignants qui essayent de parler devant des classes qui ne les écoutent pas. Ils ont beau être les plus talentueux de la planète, ils ont beau avoir des trésors de rhétorique, quand la classe hurle, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Peux-tu persuader des hommes qui ne t'écoutent pas? Donc la parole, l'écoute ne va pas de soi. Alors revenons aux origines. Avant la démocratie, nous l'avons dit, on écoute les récits sacrés qui sont transmis de génération en génération, on écoute la parole du chef, c'est l'ancienne confiance. On a confiance dans tout ce qu'on nous a transmis, c'est ce qu'on appelle généralement des sociétés traditionnelles. Tradition, ça vient de tradere, qui veut dire transmettre. Avec la démocratie, tout devient objet d'échange, au fond de tractation. Tout devient objet de débat, de dialogue. Et donc, une nouvelle confiance est nécessaire. Mais est-ce que cette confiance est possible? Est-ce qu'elle va de soi? Sans doute pas. Il y a un réalisateur qui nous a laissé de belles formules, c'est Woody Allen. Vous connaissez certainement celle-là. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Bon, c'est évidemment une boutade, mais au-delà de la boutade, il y a quand même quelque chose de très sérieux, je pense, dans cette affirmation de Woody Allen. La dictature, c'est ferme ta gueule, bon, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. La phrase va à peu près de soi, elle est univoque. Bon, la dictature, c'est le silence imposé à tout un peuple par un homme qui est seul détenteur de la parole, de la vérité. Les autres n'ont qu'à se taire, sinon ils finissent au stalag ou au goulag. Bon. Par contre, la seconde phrase est plus ambiguë. La démocratie, c'est cause toujours. Il y a deux lectures au moins de cette deuxième phrase. Ça peut vouloir dire, tu parles pour ne rien dire, tu crois que tu parles, mais ça ne sert à rien, personne ne t'écoutera. Bon, c'est toujours les chefs qui décident. Ça, c'est une première lecture très pessimiste et très négative. Mais il y a une seconde lecture beaucoup plus positive qui consiste à dire, cause toujours, n'abandonne jamais ce droit formidable à la parole que tu as conquis. Et on pense évidemment, en tout cas les gens de ma génération, et vous en faites apparemment un peu partie les uns et les autres, à mai 68. Hein, les murs ont la parole, prends la parole camarade, emparons-nous de cette parole. Donc, cause toujours, oui, ne laisse pas tomber ce droit à la parole que tu as conquis difficilement, et c'est cela la démocratie. On passe aisément, au fond, du cause toujours au ferme ta gueule. On passe aisément, Platon l'avait compris, le premier peut-être, lui qui est contemporain de cette naissance de la démocratie, on passe aisément de la démocratie à la démagogie.
Les deux mots se ressemblent, on a le même radical démos. Conduire le peuple. C'est ce qui s'est produit à Athènes. Cela se produit donc chaque fois que la démocratie devient démagogie, chaque fois qu'un homme un peu plus habile, un peu plus manipulateur que les autres, un peu charismatique, suivant un adjectif devenu célèbre, s'empare de la parole pour mettre sous sa coupe la population. C'est ce que Platon avait compris. La démocratie, c'est le livre 8 de la République qui est entièrement consacré à cette évolution, ou presque, comment la démocratie devient démagogie, devient dictature. Et la grande question que pose Platon, à laquelle il ne répond pas véritablement, comment la démocratie peut-elle éviter de devenir démagogie? Je vous ai mis sur l'écran une petite affichette de Napoléon III, que Victor Hugo aimait beaucoup, vous le savez. Napoléon III, c'est l'exemple même de cet homme qui profite au fond de la démocratie. Donnez-moi tous les pouvoirs pour établir la Constitution, vous allez voir, tout ira bien. Faites-moi confiance, dites oui. Le non n'apparaît même pas sur le bulletin, on vote oui ou on ne vote pas. Donc voilà comment on glisse de la démocratie à la démagogie. L'homme politique se situe presque inévitablement, à un moment donné, dans cette position du démagogue ou du leader charismatique. En fait, j'ai parlé de confiance tout à l'heure, mais la démocratie suppose une double confiance. La confiance dans celui qui parle et la confiance dans celui qui écoute. Généralement, on parle seulement de la confiance dans celui qui parle, et c'est cette confiance qui est en crise, nous l'avons dit. On ne fait plus confiance dans ceux qui ont presque un monopole de la parole, les experts, on remet en cause le savoir, l'expertise sur tous les plans, la médecine, le droit, l'enseignement, et j'en passe. Mais on parle beaucoup moins de la confiance dans celui qui écoute, qui est au moins aussi important. Double confiance, de l'émetteur envers le récepteur, du récepteur envers l'émetteur. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans celui, ou plutôt, je mets maintenant la chose au pluriel, dans ceux qui écoutent, dans ceux à qui s'adresse celui qui a été désigné par le peuple? C'est pas évident. On est entré depuis quelques années, mais ce n'est pas totalement nouveau, on a franchi un pas supplémentaire dans ce que certains ont appelé l'âge de la défiance. Nous sommes entrés dans l'âge de la défiance, dans l'empire même de la défiance. Une défiance généralisée s'est imposée à tous les niveaux de la société. Nous mettons tout en cause, nous nous méfions de tout, nous n'avons plus confiance en personne. Alors cette défiance, elle a deux formes. Elle peut être ponctuelle, elle peut être radicale, et je vais décliner ces deux formes de méfiance. Elle peut être ponctuelle. Winston Churchill n'était pas un adversaire de la démocratie. Il a combattu aussi bien le communisme que le nazisme, mais il prononce cette phrase que j'ai toujours trouvée extraordinaire. Vous êtes presque obligé, et ça vous fait mal au cœur, mais vous êtes presque obligé d'approuver Churchill, non? Dites-moi la vérité. Le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen. C'est dur quand même. Ça n'a pas empêché le même Churchill de prononcer une phrase beaucoup plus connue, que vous connaissez tous: la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Si on osait une faute grammaticale, on dirait c'est le moins pire. On ne peut pas dire le moins pire, c'est le moins mauvais. C'est le pire à l'exception des autres. Donc Churchill a prononcé cette phrase sur laquelle je reviens: meilleur argument contre la démocratie, conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen. Alors cette phrase, je l'avais en tête il y a quelques années. Je l'avais en tête à côté du lycée du Mont-d'Urville de Toulon. Je vais vous raconter un peu ma vie, j'aime bien faire ça en vieillissant. J'avais pris l'habitude, quand j'avais cours l'après-midi, ça n'arrivait qu'une fois ou deux par semaine, parce que j'avais un nombre d'horaires réduit. En classe préparatoire, on a un service qui est adapté à l'exigence de nos préparations et de nos corrections. J'avais pris l'habitude de ne pas aller manger à la cantine. Je l'avais fait au début, mais manger à la cantine, on avait une petite salle sympathique, réservée aux enseignants, dont mon ami Stalloni. Mais ça voulait dire que quoi? Pendant 2 heures, on allait parler boutique, on allait parler copie, correction. Non, c'était insupportable. Moi, j'avais besoin de faire un break. Et donc j'avais trouvé en face du lycée un petit bistrot sympathique
Il y avait un plat du jour, toujours agréable. Et donc, pendant des années, j'ai pris mes repas dans ce petit bistrot, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. J'ai remarqué il y a quelques semaines en passant qu'il n'existe plus. Donc, je prenais mes repas dans ce petit bistrot. Et quand nous étions en période électorale, comme cette période dans laquelle nous allons rentrer, j'entendais, parce que la salle était petite, sans tendre l'oreille, j'entendais les conversations de ceux que notre ami Winston Churchill aurait appelés les électeurs moyens. Je ne mets rien de péjoratif là-dedans. Et j'entendais dire à ces électeurs moyens des stupidités abyssales. Abyssales. Je ne les ai pas toutes en tête, mais je pourrais écrire un cahier avec. Oh, il suffit de multiplier le SMIC par 3, tout le monde va consommer, la France va s'enrichir. Eh oui, mais on va creuser le déficit, puisqu'on consomme des produits d'armes, ça. Alors, jamais je me suis engagé dans une conversation avec ces individus, c'était sans espoir. Mais quand je revenais ensuite devant mes élèves, devant mes brillants étudiants de classe prépa, je ne pouvais pas m'empêcher de leur raconter ce que je venais de vivre en leur disant « Mais vous savez, mes chers étudiants, j'ai quand même un problème. Dimanche, nous allons voter. Moi, Philippe Granarolo, qui réfléchit sur la vie politique, les institutions depuis 30 ans ou 40 ans, qui pense avoir un cerveau qui fonctionne à peu près, je vais dimanche déposer un bulletin dans l'urne. Et l'abruti que je viens d'entendre dans mon petit bistrot, qui comprend rien à rien, il va déposer aussi un bulletin dans l'urne. Il y a un problème. C'est l'égalité, d'accord, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant par rapport à ça? Alors, je regardais avec des yeux étranges, j'étais déjà un peu manipulé par le gauchisme, mais enfin, j'avais raison de dire ça, parce que c'est un vrai problème. Alors, il y a cette méfiance ponctuelle, celle de Churchill, celle de Philippe Granarolo dans son petit bistrot, celle de Robespierre, dans cette belle phrase de Robespierre, patriote, ne calomniez point la défiance, c'est la gardienne des droits du peuple. Elle est à la liberté ce que la jalousie est à l'amour. Il ne faut pas forcément faire l'apologie de la jalousie, mais bon, le grand amour va souvent de pair avec cette jalousie, un peu de jalousie ou beaucoup de jalousie. Donc voilà ce que disait Robespierre au moment de la Révolution française. Je ne fais pas du tout l'apologie de Robespierre, mais cette phrase a du sens. Au XXe siècle, vous avez un philosophe brillant qui est Alain, qu'on n'est plus beaucoup aujourd'hui, et pourtant ça vaut la peine, je vous assure, de lire Alain. Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre, par la résistance, il assure la liberté. Alain a construit toute son œuvre politique sur l'idée que la mission du peuple, c'était pas de gouverner. Le peuple n'est pas fait pour gouverner, d'ailleurs il ne le veut pas. Le peuple est fait pour surveiller. Surveiller le pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir abuse. Tout pouvoir abuse, dit par ailleurs Alain. Donc la mission du peuple, c'est de surveiller le pouvoir, comme on surveille le lait sur le feu, hein, afin de se méfier des excès toujours possibles que peut commettre ce pouvoir. Ça, c'est la méfiance ponctuelle qui est raisonnable et qui a sa fonction dans une démocratie qui marche bien. Et puis, il y a la méfiance systématique. Alors, avant d'arriver à la méfiance systématique, je dirais que la méfiance ponctuelle n'empêche pas ce que j'appellerais le pari démocratique. On pourrait parler du pari démocratique comme on parle du pari pascalien. Vous connaissez tous plus ou moins le pari de Pascal. Pascal dit, bon, j'ai pas de preuve de l'existence de Dieu, même s'il lui-même était profondément croyant, mais je vais parier sur son existence. C'est la théorie des jeux. Hein, c'est la théorie des jeux. Qu'est-ce que je gagne si je fais ce pari? Qu'est-ce que je perds si je ne fais pas ce pari? Puis finalement, ce pari, il est quand même intéressant. Je n'ai pas grand-chose à perdre. Alors, il faut parier sur l'existence de Dieu. On pourrait dire que le pari démocratique, c'est un peu la même chose. Je parie sur le bon sens du peuple. J'ai de grands doutes à ce sujet. Mais, au fond, c'est peut-être mieux de parier sur le bon sens du peuple que de ne pas faire ce pari. Le problème, c'est que nous sommes passés de cette méfiance ponctuelle, raisonnable, j'allais dire légitime, à la violence systématique, à la violence généralisée. Un politologue qui a écrit de belles choses ces dernières années, qui est Rosan Vallon, je ne sais pas si vous lisez Rosan Vallon, c'est toujours intéressant de le lire, il a écrit il y a 13 ans déjà, c'était en 2008, un bel ouvrage qui s'appelait « La contre-démocratie » et surtout le sous-titre qui nous intéresse, « La politique à l'âge de la défiance ». La politique à l'âge de la défiance. L'objet du présent ouvrage nous dit
Rosan-Vallon, dans les premières pages, c'est d'appréhender les manifestations de la défiance comme faisant politiquement système. C'est ces derniers mots qui sont importants. Nous ne sommes plus dans la méfiance ponctuelle d'un Robespierre ou d'un Churchill. Nous sommes dans une méfiance systématisée, radicale, tous azimuts, pourrait-on dire, et ça change évidemment complètement la donne. Cette méfiance fait système, ça veut dire elle n'est pas épisodique, elle n'est pas ponctuelle, elle est organisée d'une certaine manière. Hein. Elle forme comme un corpus d'attitudes qui se répand dans toute la société et qui forme quelque chose qui a quand même une certaine unité ou un certain sens malgré toutes les nuances qu'on pourrait apporter. Et donc, parce que nous sommes entrés dans cette méfiance généralisée, défiance, dire aux emballons, on est entré du même coup dans ce qu'il appelle les coalitions négatives. On est contre aujourd'hui. Alors j'ai trouvé une autre image. Bon, on promet la guillotine, hein, président de la République, pourquoi pas, après tout. Hein. Nous, le peuple, on va t'imposer la guillotine. Rappelle-toi, nous sommes en 1789. Bien. Donc ces braves gens, ils sont peut-être pas si braves que ça, mais on va les appeler comme ça, qui se rassemblent avec ces pancartes, sont sans doute en désaccord sur tout. Si on les interrogeait sur la religion, sur ceci, sur cela, je pense qu'ils n'ont aucun point d'accord entre eux. Ils sont d'accord pour guillotiner Macron. Là, il n'y a pas de problème. Tous ensemble, tous ensemble. Donc les coalitions négatives sont d'autant plus faciles à organiser qu'elles sont tout à fait indifférentes aux contradictions des individus qui se rassemblent dans ces coalitions négatives. Peu importe si on est en désaccord sur tout. On est d'accord pour dénoncer, on est d'accord pour promettre la guillotine au président de la République. On est passé d'une démocratie de projet, que je vais décortiquer dans la suite de ma conférence rapidement, à une démocratie de rejet. Ce nom qui apparaît sur cette pancarte, c'est le nom qui apparaît dans toutes les manifestations, c'est non à ceci, c'est non à cela. Une démocratie de projet, la démocratie de projet s'est écroulée, et elle a laissé la place à la démocratie de rejet. On se rassemble contre quelqu'un, contre quelque chose, contre le pass sanitaire, contre le président de la République, contre ceci, contre cela. Et donc, la démocratie a-t-elle encore un avenir? Je vous repose la question. Je vais ajouter un troisième terme aux deux éléments que j'avais énoncés au début de ma conférence. M'appuyant sur l'étymologie, je vous avais dit, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait un démos, un peuple, une cratie, une autorité, une souveraineté. J'ajoute un troisième terme un peu plus technique, l'isonomie, c'est un mot grec, c'est l'égalité devant la loi. Et là, je vais l'appliquer aux candidats aux élections, cette isonomie. Non pas à l'égalité entre les citoyens que nous sommes, mais l'égalité entre les citoyens qui se présentent pour devenir les représentants du peuple. Et je pose la question de savoir si une démocratie sans démos, sans isonomie et sans cratie est une démocratie qui a encore un sens, qui peut encore fonctionner. Quand on n'est plus capable que de se rassembler contre quelque chose ou contre quelqu'un, forme-t-on encore ce qu'on peut appeler un peuple? Première crise. Première crise, l'effacement du démos. Le délitement du peuple. Un slogan a fait fureur, vous le connaissez tous, depuis un certain nombre d'années, slogan au demeurant sympathique, plein de bonnes intentions, tous égaux, tous différents. Alors certes, on a le droit de défendre un certain droit à la différence, d'accepter les différences de croyances, de couleur de peau, de convictions dans une société. C'est même la vie de la société que d'accepter ces oppositions. Il n'empêche que ce qui nous réunit, c'est peut-être davantage nos ressemblances que nos différences. Je vais m'appuyer pour démontrer cette affirmation, vous apporter l'esquisse d'une démonstration,
sur un ouvrage dont le titre a été un peu malheureux, d'où son peu de succès, alors que c'est un ouvrage extrêmement brillant. C'est un philosophe qui a profité de ce que son frère venait de créer une maison d'édition à Grenoble pour publier L'éloge du populisme. Et c'est un titre malheureux, parce qu'en fait, ça n'est pas de cela dont il s'agit. Coussedière, dans ce livre, essaye précisément de réfléchir sur la notion de peuple au sens où j'ai commencé à le faire tout à l'heure, et où je vais continuer à le faire en m'appuyant sur ces formules. Chaque fois que le peuple semble refaire surface, affirmer son unité ou affirmer ses droits, on parle de populisme. Qu'est-ce que le populisme, nous dit Coussedière? C'est le vocabulaire des élites qui ignorent ce qu'est le peuple. Donc on a là un premier indice. On parle souvent de cette coupure un peu tragique, ce fossé qui s'est établi entre Paris et la province, bien entendu, aussi, c'est une des déclinaisons de ce fossé, mais entre gouvernants et gouvernés. On a des anecdotes qui pullulent, hein. Cette femme politique qui ignorait le prix de la baguette de pain ou du ticket de métro, bon, pour citer des exemples à foison. Ils ne sont pas sur la même planète que nous. Et donc on parle de populisme quand, précisément, des individus s'insurgent contre cette classe dirigeante qui s'est coupée du peuple, qui a cessé d'être représentante du peuple. On parle de populisme et on vomit évidemment sur ce populisme. Deuxième formule de Coussedière, c'est le mot utilisé par nos élites pour parler d'un peuple qu'elles ne peuvent plus reconnaître parce qu'il ne les reconnaît plus. Tout à l'heure, on parlait de confiance réciproque. Là, c'est une double méfiance. Une élite qui se méfie du peuple, et dès que ce peuple lève un peu la tête, on parle de populisme, et un peuple qui se méfie des élites. Selon Coussedière, il se méfie des élites parce qu'il a compris, ce peuple, il n'est pas idiot, que ces élites ne représentent qu'elles-mêmes et ne sont plus du tout les représentants de la nation. Et enfin, le populisme, c'est la révolte d'un peuple contre ses élites parce qu'il a compris que celle-ci le mène à l'abîme. Voilà, j'ai extrait ces quelques formules, il y en a beaucoup d'autres que je pourrais citer. C'est un ouvrage tout à fait intéressant, tout à fait remarquable même, mais desservi par un titre qui fait qu'on est passé un petit peu à côté. Alors vous allez me dire, il y a quand même un problème par rapport à tout ce que vous êtes en train de nous dire. On nous parle du matin au soir du vivre ensemble. Jamais on ne nous a autant parlé de vivre ensemble. Alors là, laissez-moi vous donner un indice qui vous servira pendant des années. Quand un mot apparaît, ou une expression apparaît dans le vocabulaire, il y a deux hypothèses, et selon moi, c'est la seconde hypothèse qui est la bonne. C'est Nietzsche qui m'a ouvert les yeux là-dessus, le grand Nietzsche. Première hypothèse, un mot apparaît nouveau, une expression nouvelle, parce que quelque chose de nouveau est apparu, un phénomène, un comportement qui n'existait pas. Donc il a fallu trouver un nouveau nom pour désigner ce nouveau phénomène ou ce nouveau comportement. Deuxième hypothèse, qui à mon avis est la bonne, un mot ou une expression apparaît pour masquer une absence, pour camoufler un manque. On parle de vivre ensemble parce qu'on ne vit plus du tout ensemble. Le vivre ensemble est un mot qui cache un néant, le néant des relations d'individus qui ont cessé de former un peuple. C'est cela que cache l'expression vivre ensemble. On parle de vivre ensemble du matin au soir sur les plateaux de télévision parce qu'on est de moins en moins ensemble et on n'est pas davantage ensemble dans les coalitions négatives et dans les défilés dont nous parlions tout à l'heure. On a beau dire tous ensemble, on n'est pas ensemble du tout, on n'est d'accord sur rien, on est d'accord pour guillotiner Macron, point final. Deuxièmement, deuxième aspect de la crise, la mort de l'isonomie. Et je vous rappelle que je prends isonomie cette fois, égalité entre candidats. On va prendre l'exemple qui nous attend bientôt, entre candidats à la présidence de la République. Un pilier de la démocratie, c'est ce que les Grecs appelaient l'isonomie. L'égalité devant la loi. L'égalité au sens très fort. Les Grecs avaient une exigence considérable de cette égalité. Alors on accuse les médias, très souvent, de nous parler que de tel ou tel candidat,
et d'ignorer les autres. Mais les coupables, bien avant les médias, vous le savez aussi bien que moi, les coupables, ce sont les sondages. Sous prétexte de sondage, 2 candidats sont positionnés. On est dans une course de 100 mètres. On a déjà mis 2 candidats à 90 mètres de la ligne de départ. Ils n'ont qu'à tomber sur le fil, ils ont gagné la course. Il y en a quelques autres sur la ligne des 50 mètres qui ont évidemment très peu d'espoir de gagner. Et puis il y a tous les autres qui ont les starting blocks. Alors eux, même dans leur rêve les plus fous, ils ne gagneront pas la course. Hein. Bon, même pas la peine de démarrer. Autrement dit, les sondages constituent une préélection. Vous pensez certainement, jusqu'à cet instant, où je vais bouleverser vos neurones, vous pensez qu'il y a 2 tours dans nos élections. C'est ce que vous pensez. Vous vous trompez. Il y a 3 tours. Il y a 3 tours. Avant le premier tour, des sondages prépositionnent les candidats, accordant à certains d'entre eux, souvent à 2 d'entre eux, un avantage considérable. On est évidemment aux antipodes de l'isonomie. Aux antipodes. Ce sont les candidats dont on va parler, dont on va décortiquer les programmes. Les autres sont passés à la trappe avant le premier tour. Donc ça, c'est le vrai premier tour, c'est celui-là. Ensuite, on a le premier tour. Alors là, c'est pas prophétique, hein, je suis désolé, j'ai préparé mes slides, bon, c'est sans doute déjà dépassé, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. C'est un exemple, c'est un simple exemple. Donc le premier tour va confirmer généralement la position des vainqueurs des sondages. Et puis le troisième tour va désigner le président de la République. Alors je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, bien haut et bien fort. Les sondages ne sont pas compatibles avec une bonne pratique de la démocratie. Certes, on interdit les sondages quelques jours avant l'élection, mais il faudrait interdire catégoriquement les sondages tout au long d'une campagne électorale. Quel débat y a-t-il quand les 3/4, les 9/10 des candidats sont, pour ainsi dire, interdits de parole pendant toute la période électorale, à l'exception de la courte période de la campagne, mais personne n'écoute, c'est tellement ennuyeux que ça n'a pas d'importance. Alors on a sans doute, on le dit, c'est une formule que vous connaissez tous, les gouvernants qu'on mérite. On a certainement aussi les médias qu'on mérite. Mais j'ajouterai, nous avons sans doute aussi les sondages que nous méritons. Les sondages que nous méritons. Ce sont bien nos concitoyens qui répondent aux sondeurs. J'ai failli employer un adjectif, qui répondent librement aux sondeurs. Mais là, je relis Platon, qui a tout compris, il y a 25 siècles. Peut-être qu'ils répondent librement au tout premier sondage, mais au second, ils répondent déjà plus librement, puisqu'au second sondage, on nous a déjà dit qu'il y a 2 candidats qui ont une avance considérable sur tous les autres. Ne faut-il pas disposer d'une force d'âme exceptionnelle pour se situer à l'extérieur du troupeau? Comment résister à ce que le grand Tocqueville appelait au XIXe siècle, dans De la démocratie en Amérique, la tyrannie de la majorité? Tocqueville a inventé une expression, mais Platon a tout dit déjà sur la tyrannie de la majorité dans sa République. Donc, les premiers citoyens interrogés répondent peut-être, et encore, ça mériterait une étude plus approfondie, librement, mais dès le second sondage, on est déjà sous la pression d'un groupe qui est supposé avoir déjà fait son choix, et on a cette course truquée dont j'ai parlé tout à l'heure, où 2 candidats sont à 90 mètres des starting blocks au moment où commence la course. Donc on a une crise extrêmement grave de l'isonomie dans notre démocratie. Troisième crise que j'évoquais dans mon introduction, la crise de la cratie, c'est-à-dire du commandement, de l'autorité, de la souveraineté. Alors on dit souvent que la souveraineté c'est un concept politique un peu compliqué. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Tout concept peut être compliqué, mais tout concept peut être aussi expliqué de façon, je dirais, relativement claire. Pour comprendre ce qu'est la souveraineté, je vais vous proposer un exemple tennistique. Vous êtes nombreux, je pense, à regarder le tournoi de Roland-Garros. Vous êtes nombreux également, vu l'apparente moyenne d'âge de l'assistance,
à avoir vu, il y a 20 ou 30 ans, un certain John McEnroe sur les cours de Roland-Garros. Que se passait-il quand on voyait ce charmant McEnroe? Un juge de ligne disait « faute ». McEnroe courait vers le juge de chaise en disant « mais j'ai pas douté ». Il parlait en anglais, bien sûr. Il n'y a pas faute, il n'y a rien. Et il hurlait, il cassait sa raquette, souvent. Alors que faisait-on? On appelait Dieu. Dieu s'appelle le juge-arbitre. Le juge-arbitre, il est dans les coulisses, devant un écran de télévision. On appelle le juge-arbitre le souverain, celui qui a le dernier mot. Le souverain arrive sur le court et dit à McEnroe, effectivement, il y a faute. Et McEnroe reprenait le jeu, sinon il serait toujours à Roland-Garros, en train de casser de nouvelles raquettes. Il respectait l'avis du souverain. Le souverain, c'est celui qui a le dernier mot. C'est celui dont la décision est incontestable. Et si j'ai pris cet exemple, c'est sans doute un peu influencé par Alain qui parle des arbitres. Alors il ne pense pas à Roland-Garros, Alain. Mais il dit toute société a besoin d'arbitres. Il faut qu'il y ait un arbitre suprême qui tranche en dernier ressort. Sinon, c'est la guerre, c'est la guerre. Sinon, on n'est plus dans un état de société. Donc voilà ce qu'est le souverain. Or, nous vivons une crise extrêmement grave de cette souveraineté. Qui était souverain en démocratie? Ben, c'était le peuple. Rappelez-vous la Constitution de la Ve République. Qu'est-ce que c'est qu'un référendum? On fait appel au peuple souverain. Personne ne peut revenir sur la décision du peuple. On sait que ça a changé, ça, depuis. Hein. Rappelez-vous les votes sur l'Europe, hein, où on revient sur la décision du peuple, soi-disant souverain. C'est plus le peuple qui est souverain, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Commission européenne. Le peuple a perdu sa souveraineté. L'idée que la politique est un choix entre des modèles opposés, la gauche, la droite, a cessé de fonctionner depuis déjà longtemps. Et donc, ce peuple électeur, ce peuple souverain, semble s'être volatilisé. Il a été remplacé par un peuple surveillant, celui qui remplit cette mission de défiance, et elle est peut-être légitime, mais pas suffisante, sûrement pas. Un peuple veto, ce peuple qui dit non, les coalitions négatives dont nous parlions tout à l'heure, et le peuple juge. Eh bien, le peuple souverain est mort. Alors nous sommes ici devant un paradoxe, un étrange paradoxe. Je vous laisse savourer cette petite bulle tout à fait délicieuse. Un étrange paradoxe apparaît. Ce citoyen qui semble avoir renoncé à sa souveraineté, il cesse de se considérer comme celui qui tranche en dernier ressort entre des modèles de société qu'on lui propose. Eh bien, ce citoyen, d'un autre côté, il semble exiger de plus en plus que ses intérêts, ses opinions soient prises en compte tous les jours, tous les matins, tous les soirs, 24 heures sur 24. Et on a ici, évidemment, l'exemple des Gilets jaunes, qui est tout à fait représentatif. Alors on s'est interrogé souvent, les politologues parfois se posent des questions étranges, peut-être qu'ils ont perdu cet art de la simplicité que le philosophe pratique avec talent, merci pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est très simple. Tant que les Gilets jaunes étaient dans des coalitions négatives, se promenaient avec des pancartes en disant non, non, non et non, tout allait bien. Mais le jour où il a fallu désigner parmi les Gilets jaunes des représentants des Gilets jaunes qui allaient dialoguer avec les gouvernants, ça a été la fin des haricots. Rappelez-vous, il y a une malheureuse, c'était une infirmière, si ma mémoire est bonne, qui avait été désignée, malgré tout, de façon assez démocratique. Elle a eu une avalanche d'injures sur les réseaux sociaux, elle a été traitée de tous les noms, elle a déposé sa valise et elle a renoncé immédiatement. Donc on ne passe pas aussi simplement des coalitions négatives au rassemblement d'un peuple souverain. Le problème contemporain, je reviens une dernière fois à Rosan Vallon, il emploie un joli terme que vous pouvez peut-être retenir, l'impolitique. Alors souvent on parle de la politique ou de l'apolitisme, on dit les jeunes générations en particulier, qui sont facilement accusées de tous les maux. Hein. Il faut se méfier de ça quand on prend un certain âge. D'accuser trop facilement les jeunes générations. On parle d'apolitisme, ils ne s'intéressent plus du tout à la politique. Rosan Vallon dit c'est pas ça le problème.
Le problème, c'est l'impolitique. Et il le définit très précisément. Défaut d'appréhension des problèmes liés à l'organisation d'un monde commun. C'est très précis et c'est très pertinent comme idée. Ça veut dire que nous ne sommes plus capables, effectivement, ou de moins en moins capables, de nous rassembler autour de ce qu'on appelait autrefois l'intérêt général, de voir au-delà de nos intérêts particuliers, de nos subjectivités, de nos positions qui ne sont pas les mêmes que celles des autres. L'impolitique est ce dans quoi nous avons sombré. C'est pour ça, j'y reviens, qu'une démocratie de rejet a succédé à une démocratie de projet. Alors certains ont imaginé une dernière solution, ce serait une démocratie qui fonctionnerait à coup de like. J'avais entendu il y a déjà 20 ou 30 ans sur une radio un petit récit de science-fiction. Donc on pourrait mettre des likes du matin au soir. Je like Macron, je like les gilets jaunes, au contraire, voilà. On serait interrogé du soir au matin et du matin au soir. C'est évidemment une aberration, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais ce serait au fond aller jusqu'au bout de cette logique un peu aberrante de la consultation quotidienne du peuple ou des citoyens. La démocratie a-t-elle encore un avenir? Alors, dans ma conclusion, je vais vous proposer une issue que vous n'êtes pas du tout obligé de partager. Ce sera l'objet sans doute de notre discussion tout à l'heure. Je vais pratiquer ce que j'appellerais un éloge du retrait. Que faire? Au fond, dans la situation actuelle, il me semble qu'il n'y a guère que 3 voies qui s'ouvrent devant nous. Si vous en avez une 4e, je suis preneur. Une première voie serait le pari pascalien, le pari démocratique dont nous parlions tout à l'heure. Croire au retour de la démocratie représentative telle qu'elle a fonctionné. Personnellement, je n'y crois pas. Je crois que les conditions de cette démocratie se sont écroulées. Alors, je ne dis pas qu'elles ne reviendront pas dans 2 ou 3 siècles, mais pour l'instant, je vois mal comment ces conditions pourraient être réunies alors que tout ce qui faisait vivre notre démocratie représentative s'est effondré. La deuxième voie sans issue, c'est l'utopie de la démocratie directe, je viens d'en parler, je n'y reviens pas, qui est au fond généralement une sorte d'escroquerie, puisque c'est la porte ouverte en fait à la démagogie. Moi qui suis un étudiant de mai 68, je n'ai pas oublié comment, à la fac de Nice, un étudiant brillantissime, j'ai même jamais oublié son nom, je le cite, Alain Rebaud, subjuguer les étudiants par son talent oratoire, par sa parole. C'était la démocratie directe, mais c'était tout sauf la démocratie. Et cet impérialisme de la parole de certains m'avait amené, avec quelques camarades, à créer une organisation contre ces étudiants qui manipulaient les autres. Donc je ne crois pas personnellement à la démocratie directe. Je crois que toutes les expériences de démocratie directe ont été des échecs. Alors reste une voie que j'appelle le retrait. Je vais expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que j'entends par là. Peut-être faudra-t-il suivre la voie de celui qui est mon maître à penser depuis maintenant 50 ans, qui s'appelle Nietzsche. Pour de grandes âmes, libre est encore la terre, où l'état cesse, seulement commence l'homme qui n'est pas superflu. Là commence le chant du nécessaire, l'unique, l'irremplaçable mélodie. Alors, j'ai cité cette phrase simplement pour avoir le plaisir de citer mon ami Nietzsche. Je veux dire par là, en m'appuyant sur lui, que cette impolitique dont parle Rosan-Vallon, dans laquelle il voit une sorte de catastrophe, et si c'était une chance, l'impolitique? Au fond, parce que nous sommes dans l'impolitique, tout se passe comme si on invitait, alors ça va paraître très aristocratique ce que je vais dire, mais tant pis, je prends le risque. Tout se passe comme si on invitait les meilleurs d'entre nous à se déprendre du jeu politique, à cesser de perdre leur énergie dans des combats qui n'ont plus de sens. C'est bien ce que Nietzsche répète dans son œuvre. Nietzsche est désolé de voir des hommes brillants, intelligents, créateurs perdre leur énergie dans des combats qui, selon lui, n'ont plus de sens, qui sont condamnés à l'échec. Ce sont des Don Quichotte de la démocratie. Ça n'a plus de sens. Alors, je vous ai raconté, il y a déjà
presque une heure maintenant, la naissance de la démocratie à Athènes. Je vous propose un retour en arrière. Je vous propose de revenir à Athènes avec la fin, l'effondrement de la démocratie. Cette démocratie extraordinaire, avec toutes ses limites, bien sûr, on nous rappelle toujours, il y avait des esclaves, bien entendu. On n'est pas dans le wokisme là, hein. Bon, ne reprochons pas à des individus qui ont vécu il y a 25 siècles de ne pas avoir nos conceptions d'aujourd'hui, c'est du plus haut ridicule. Mais cette démocratie était exemplaire pour les citoyens qui étaient ces citoyens égaux de la cité d'Athènes. Et puis elle s'est écroulée très rapidement, et lui a succédé des régimes dictatoriaux, là encore le terme est anachronique, des régimes despotiques qui se sont succédés pendant des siècles. Avec la démocratie s'est écroulée en même temps cette civilisation d'Athènes, qui était tellement liée à la démocratie qu'elle n'a pas survécu à l'effondrement de la démocratie. En même temps s'est effondrée la science, qui était née avec la démocratie. Cette science qui, je le disais tout à l'heure, n'est pas la vérité, qui est au contraire le doute, la recherche, la remise en cause permanente des affirmations précédentes. C'est cela la science. C'est ce que Popper a appelé au XXe siècle la falsifiabilité. Je suis dans la science quand un autre humain me propose une idée avec la capacité de rendre fausse l'idée qu'il me propose. Ça, c'est scientifique. Si la science était la vérité, elle n'évoluerait pas. Rien n'apparaîtrait de nouveau en science. Or, tous les jours apparaissent des choses nouvelles en science. Donc, je ne peux plus définir la science par la vérité. Donc, que s'est-il passé au moment où s'est écroulée cette civilisation avec sa démocratie, avec sa science? Sont apparues des écoles extraordinaires, des sagesses qui nous fascinent aujourd'hui encore. Le stoïcisme, philosophie du portique, parce que stoïcisme, ça vient de stoa en grec, qui veut dire le portique. Le scepticisme, qui est plus complexe qu'on ne le croit généralement, avec Pyrrhon en particulier. Et puis Épicure. Alors je vous invite, pour terminer mon propos, à me rejoindre dans le jardin d'Épicure. Si vous êtes victime de la catégorie de l'épicurisme, vous allez être très déçu. N'imaginez pas des jouissances extraordinaires, des grandes bouffes. On se nourrit de pain, de fromage de chèvre et d'eau de source. On pratique un certain ascétisme dans le jardin d'Épicure. Mais que fait-on dans ce jardin d'Épicure? On cherche à maîtriser ensemble nos émotions négatives. On cherche à atteindre l'ataraxie, terme commun aux stoïciens et aux épicuriens, qui sont bien plus proches qu'on ne le croit quelquefois. On cherche à construire ensemble une image du monde qui nous délivrerait de la peur, se délivrer de la peur de la mort, se délivrer de la peur des dieux, de toutes les peurs qui paralysent et qui gâchent nos existences. On pratique le culte de l'amitié. Alors certes, les épicuriens ne sont pas les premiers à pratiquer ce culte de la philia, de l'amitié, mais ils l'ont porté à un degré tout à fait considérable. Autrement dit, ce que j'appelle le retrait, c'est le fait de travailler seul ou en petit groupe, pourquoi pas tout seul d'ailleurs, afin de semer les graines d'où pourrait naître un jour une nouvelle configuration. Ne me demandez pas de décrire cette nouvelle configuration. À l'instant où je parle, je n'en ai aucune idée, mais étant un grand optimiste, je suis convaincu qu'une nouvelle configuration prendra un jour le relais de notre démocratie qui est en train de s'écrouler. Est-ce qu'il n'est pas vain d'espérer ce que les temps actuels ne permettent pas? Alors bien entendu, ce que je viens d'évoquer suppose que l'on soit d'accord, que l'on se soit mis d'accord sur un diagnostic précis concernant notre époque, le temps que nous vivons. Ce diagnostic, j'ai l'impression qu'un sociologue tel que Durkheim, mais il n'est pas le seul, l'a fait il y a déjà presque plus d'un siècle. On a cette belle phrase de Émile Durkheim: « Les anciens dieux vieillissent ou meurent, d'autres ne sont pas nés. » Gustave Le Bon a dit quelque chose de très proche également. Nous sommes dans cette période intermédiaire entre une configuration qui n'a plus de sens, qui tourne à vide, qui ne renaîtra pas de ses cendres, et une nouvelle configuration dont nous ne voyons encore peut-être que les premières lueurs, ou pas du tout les premières lueurs, mais qui pourrait voir le jour.
poser ce diagnostic sur notre époque pourrait être l'objet d'une de mes prochaines conférences en 2022-2023. Je vous remercie.